Je me dis, voilà, qu'est-ce que c'est que cet article? Des gens m'ont prévenu, tu as 5 minutes pour l'enlever, et publier ensuite un message d'excuse. Voilà, c'est inacceptable, voilà, tu connais rien au tennis, tu es juste un pigiste aigri. Et salut à toutes et à tous. Pourquoi y a-t-il autant de langue de bois en tennis? Des consultants qui évoluent dans un gigantesque copinage qui ne dit pas son nom, des journalistes limités par leur rédac chef ou des impératifs financiers, et des joueurs tétanisés à l'idée de sortir la petite phrase qui sera reprise partout sur les réseaux sociaux. Clairement, c'est devenu très compliqué aujourd'hui d'avoir un discours de vérité dans ce contexte. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aussi, vous en avez marre du bullshit et de la parole corporate. Très humblement, le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer le fonctionnement des médias, le rapport entre les joueurs et les journalistes, et donc de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. Pour m'accompagner sur ce sujet, un ancien journaliste à l'équipe, Fabien Mulot. Comment ça va? Ça va très bien et toi, Service Volé? Écoute, ça va très bien. Je suis très très chaud pour parler de ce sujet avec toi. Alors d'abord, est-ce que tu es d'accord avec cette introduction qui est assez à charge? Je sens que tu t'es fait plaisir dans cette introduction, mais disons qu'il y a un fond de vérité. Plus les années passent et plus on se rend compte que l'exposition des joueurs dans le système médiatique est importante, et plus la moindre petite phrase, comme tu disais, va être reprise, va être amplifiée et va parfois desservir les intérêts des joueurs. Yes, donc on aura deux volets principaux dans cette vidéo. On va d'abord parler du tennis français. Je pense que c'est un bon point d'entrée, surtout avec ton expérience, Fabien. Tu as pu côtoyer des joueurs pendant ta carrière de journaliste, si je peux me permettre. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, on vous proposera tout simplement nos propositions. Comment est-ce qu'on peut échapper à la langue de bois? Est-ce que c'est possible ou pas? Eh bien, on verra ça ensemble en fin de vidéo. Fabien, on va commencer avec le tennis français. Sur l'habillage que tu vois devant tes yeux, on a Gaël Monfils, Tsonga, Gilles Simon et Richard Gasquet qui sont main dans la main en Coupe Davis. Mais on va commencer peut-être par un autre exemple, celui de Lucas Pouille. Tu as pu suivre d'assez près en fait son début de carrière et comment est-ce qu'il a évolué dans sa communication. Et tu as remarqué qu'il y avait eu des changements assez significatifs dans son mode de fonctionnement. Est-ce qu'on peut commencer par ça, Fabien? On avait décidé un peu de reprendre l'exemple de Lucas Pouille parce que c'est un peu symptomatique de l'évolution du rapport d'un joueur, en l'occurrence un joueur français prometteur, un jeune joueur, en fonction de l'avancée de sa carrière, l'évolution de ses rapports avec la presse, avec les journalistes, et comment on voit finalement que les relations deviennent plus compliquées au fur et à mesure que sa carrière avance. Donc moi j'ai en tête le moment où Lucas Pouille a explosé aux yeux du grand public. C'est lors de son parcours à l'US Open 2016, quand il fait quart de finale et quand en huitième il bat Rafael Nadal au prix d'un match fou quoi. Il finit la saison 15e mondiale. C'est l'année derrière, il gagne son premier titre à Metz en battant Thiem en finale. Il a sa première sélection en Coupe Davis. Ça vient en plus dans un contexte, il y avait un peu les mousquetaires qui commençaient un peu à tirer la langue, avec toutes les critiques qui entouraient leur parcours et un peu toute la frustration qu'avait généré leur parcours et leur non-victoire à la fois en Coupe Davis et à la fois en Grand Chelem. Et donc Lucas Pouille arrive, c'est un peu le jeune qui, on se dit voilà, peut-être que ça ne sera pas les mousquetaires mais Lucas Pouille. Et donc à ce moment-là, Lucas Pouille, il est frais. Il est frais avec la presse, il est disponible. Moi, je me souviens l'avoir croisé, je pense que c'était 2-3 ans avant, dans les allées de Roland-Garros. Voilà, je pouvais prendre mon téléphone, mon dictaphone et discuter 15 minutes avec lui. On lui posait des questions, voilà, comment ça se passe, comment ça va en junior, quand il était encore junior ou au tout début de sa carrière. On passe à 2017, donc 2017, ça doit être la saison de la confirmation. Et puis là, c'est un peu plus compliqué. Il a une blessure au début de saison, il perd au premier tour de l'Open d'Australie contre Bublik, premier tour de Rotterdam. Derrière, il fait quand même finale à Montpellier et demi à Dubaï, où il perd sur Andy Murray. Et puis, il enchaîne avec une tournée américaine, Indian Wells Miami, où il a une seule victoire. Et là, il arrive en avril, il est sélectionné en Coupe Davis. Et donc, c'est France-Grande-Bretagne en Coupe Davis. Donc, on joue les Anglais sur terre battue indoor. Normalement, voilà, c'est une formalité. Mais ce qui est intéressant, c'est lors de la conférence de presse, avec tous les joueurs qui sont ensemble, avec le capitaine, et il y a les journalistes en face. Et donc là, il y a une question d'un collègue qui lui demande, voilà, Lucas, j'ai une question pour toi. Bon, voilà, ton début de saison un petit peu compliqué. Et là, bam. Lucas Pouille répond, compliqué mon début de saison, pourquoi? J'ai fait finale à Montpellier, j'ai une demi-finale dans un ATP 500, voilà. Et là, gros changement de ton. Et là, il dit, de toute façon, on m'avait prévenu que voilà, les journalistes, ils vont chercher, en gros, les journalistes vont chercher la petite bête. Et là, moi, j'ai senti, parce que j'étais présent à cette conférence de presse, je me suis dit, ah ouais,
Là, ça a changé. C'était le jeune espoir, le grand espoir, etc. Ça a été un petit peu plus compliqué, rien que sur le début de saison. Mais tu vois, voilà, là, il y a un discours qui est un peu moins positif. En tout cas, en face, le journaliste, forcément, il le questionne un peu sur son début de saison, qu'est-ce qu'il en pense. Et là, tout de suite, ça va se compliquer. Tu penses que la fraîcheur, elle disparaît quand on arrive à la deuxième phase de la progression du joueur, c'est-à-dire il a fait des résultats, ensuite ça se tasse un petit peu pendant quelques semaines, et du coup, les journalistes forcément vont lui poser la question, et lui, tu penses que c'est à ce moment-là où il commence à peut-être fermer? En général, c'est à ce moment-là que le joueur doit se blinder. Il doit se blinder aux articles de presse qui sont plus forcément aussi élogieux. Mais le tennis, tu joues toutes les semaines et tu gagnes pas du tout toutes les semaines. Moi, je me souviens qu'en 2017, fin 2016, j'avais discuté avec Lucas et je lui avais dit, voilà, moi, j'aimerais bien, à l'époque, je bossais surtout sur le site internet de l'équipe. Je lui avais dit, ça serait bien qu'on fasse un carnet de bord. Qu'est-ce que tu penses une fois par mois, on va écrire une chronique sur l'équipe et puis on va faire un peu le carnet de bord de Lucas Pouille pour sa saison de la confirmation. On avait dit, OK, je t'appelle. Et ça a été une lutte vraiment énorme juste pour obtenir ce premier carnet de bord. J'ai eu des réponses écrites, j'ai pas réussi à l'avoir au téléphone, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, l'accès aux joueurs est beaucoup plus compliqué. Oui, il faut que j'en parle avec mon entraîneur, faut voir avec mon entraîneur ou mon agent. Enfin, c'est plus aussi facile que j'ai ton numéro ou je te croise et t'as 20 minutes devant toi parce que t'as 16-17 ans et t'es un joueur junior et voilà, t'es content limite que la presse s'intéresse à toi. Là, on basculait dans autre chose. Sa surexposition de l'US Open a entraîné derrière, alors c'est qui sa petite copine, où est-ce qu'il habite, tout ça. Ah bon, il est aussi résident fiscal dans tel pays comme les mousquetaires ou comme certains des mousquetaires, donc il est pas patriote. Enfin, on engendre toute le système s'engendre et limite le joueur parfois se dit toute ma carrière je vais devoir lutter contre des médias qui vont vouloir déformer la réalité, qui vont me freiner, me donner des barrières. C'est sûr, je pense qu'il y a aussi une part de normalité dans le fait de changer d'approche quand tu commences à avoir des résultats, quand tu commences à devenir un joueur populaire, en tout cas reconnu, et que tu commences aussi à t'installer, pourquoi pas dans le top 15, dans le top 10, comme a pu le faire très brièvement l'ami Lucas Pouille. Il y a aussi un point intéressant, je pense, dans ce que tu dis, c'est quand les joueurs sont ensemble en Coupe Davis, ils n'ont pas du tout la même approche avec les journalistes, ils sont beaucoup plus soudés les uns les autres. On les voit parfois, tu sais, ils sont en ligne derrière leur pupitre et t'as des questions des journalistes et on sent qu'ils ont peut-être un peu plus de courage, tu vois, pour répondre à certaines questions. Franchement, tu es d'accord avec ça ou pas? Je suis assez d'accord avec ça. La parole du joueur, elle est surtout beaucoup plus libérée quand on fait des one-to-one. Physiquement, les deux se calent, je sais pas, dans le player lounge du tournoi. Voilà, on va parler en face-to-face pendant 20 minutes, pendant 30 minutes seulement les deux. Là, la parole est beaucoup plus libérée ou par téléphone, mais elle est beaucoup plus libérée que lors d'une conférence de presse formelle où il y a toutes les caméras, il y a tous les journalistes, ou lors d'une conférence de presse encore pire en Coupe Davis quand ils sont les 5 alignés, qu'il n'y en a pas un qui veut répondre à une question, qui répond de façon courte. Parfois, ils sont aussi, ils se motivent un peu entre eux, ils se sentent un peu plus forts, forcément un peu moins intimidés peut-être. Cette relation de confiance, avoir cet entretien avec le joueur et ce qu'il puisse te parler seulement lui avec toi, voilà, il faut le caler dans ton calendrier, il faut qu'il puisse te connaître, il faut qu'il sache qui t'es, pour quel média tu travailles, il faut qu'il y ait un début de relation de confiance. On va en parler de cette relation de confiance qui doit s'établir au fil des années. Il y a un point que je voudrais souligner avec les Mousquetaires, c'est leur relation avec un confrère journaliste, ex-confrère, Benoît Mélin. Il y a beaucoup de personnes qui regardent Service Volé et qui suivent aussi les tribulations de Benoît Mélin, qui a eu une relation un peu compliquée avec les Monfils, les Tsonga, les Simon, les Gasquet, qui lui en veulent encore maintenant à certains d'entre eux. Alors il y a eu un live Twitch qui a été une façon de remettre un peu de l'eau dans le vin de Benoît Mélin, qui a participé avec Gaël Monfils à une conversation assez informelle, assez cool. Mais on sent que les sketchs qui faisait à l'époque de l'équipe du soir, il me semble, ont été mal digérés par certains joueurs. Une fois que les joueurs se sentent un tout petit peu attaqués, eh bien ils vont complètement fermer les robinets, ils vont arrêter de communiquer. Donc là on est quasiment plus dans la langue de bois, on est dans l'absence de communication, ou alors en tout cas ils vont décider de plus rien donner parce qu'ils ont été un petit peu affectés. Après je crois qu'au cours de la carrière des joueurs, c'est inévitable c'est inévitable. C'est aussi inévitable et humain qu'il y ait des périodes de froid avec certains journalistes. Parce qu'il y a des moments où le joueur va être blessé, parce qu'il y a des moments où le joueur va enchaîner les contre-performances, il va être moins bien, etc. Il y a des articles qui ne vont pas lui plaire. Et donc, du coup, ou alors il y a des articles où peut-être les journalistes vont un petit peu forcer le trait. Ça dépend aussi des médias. Du coup, il va y avoir des moments de plus grande tension. Le joueur professionnel, mais je pense comme tout sportif professionnel, il a une susceptibilité qui, je pense, est au-dessus de la moyenne parce qu'il a un ego qui sûrement est au-dessus de la moyenne.
et c'est ça sûrement qui fait sa force aussi quelque part. Ouais. Donc forcément, quelqu'un de très susceptible qui lit quasiment au quotidien des choses sur lui, forcément ça peut créer certaines tensions. Pour en revenir à Benoît Mélin, moi je connais pas de l'intérieur ses relations avec les joueurs. Ce qui est sûr, c'est que voilà, lui, il est toujours, je pense, de mon point de vue, il est toujours resté fidèle à son style, et surtout, il s'en est pris à Raphaël Nadal aussi. Oui. Enfin voilà, il a fait des sketchs sur Nadal, sur Federer. Bon, c'est vrai sur les mousquetaires. Il est en France, un journaliste français, c'est logique que son thème de discussion préférée, ça soit les mousquetaires, ça soit Tsonga, mon fils, parce que c'est eux qui font l'actualité. Après, c'est aussi que c'est son fond de commerce, son style, c'est cet humour-là. Et c'est sûr que parfois, ça peut être difficile à digérer. Le souci, c'est voilà, la difficulté, je pense, c'est d'avoir suffisamment de recul pour comprendre, pour se mettre dans les chaussons de Benoît Mélin, dans les chaussons dans la peau de Benoît Mélin, et de comprendre que voilà, c'est son métier, il fait son métier. Son métier, c'est de faire des petites capsules vidéo humoristiques. Moi, je pense à Tsonga, par exemple, qui a souvent affiché des ambitions très élevées et qui en a pris plein la gueule en France parce que c'est pas un discours qui passe forcément en France de dire bah ouais, moi je veux gagner des grands chelems. Moi, je veux gagner des Master 1000, je veux être top 2, top 3. Alors, il a fait une excellente carrière, vraiment une superbe carrière. Alors, c'est le meilleur joueur français de ces 30 dernières années. Mais c'est un discours qui est mal passé. Et lui, pour le coup, tu vois, je trouve qu'il a pas forcément assez peut-être compris l'audience française est-ce qu'elle était vraiment prête à entendre un discours comme ça. Enfin, il y a aussi tout un jeu de quand tu fais preuve de transparence, des fois tu es puni derrière. Et ça, c'est un problème parce que ça te pousse à fermer la com, à te protéger davantage. Du coup, peut-être à livrer moins d'accès aux journalistes, aux fans. C'est une partie du problème à mon sens. Hein. C'est le fait que t'es nécessairement obligé de te mettre une certaine carapace à un moment donné dans ta carrière si tu veux te focus sur le sportif. Tu peux pas tout faire bien en fait. Tu peux pas, je pense, bien communiquer toi-même. Après, tu peux te prendre une équipe de com personnalisée qui va bien faire les choses, mais tu peux pas tout gérer comme ça. Je pense que c'est trop pour un seul homme, quoi. C'est sûr, c'est compliqué de toute façon d'avoir une communication irréprochable de A à Z du début à la fin d'une carrière. Ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de reprocher, à mon humble avis, c'est difficile de reprocher à Tsonga de dire voilà, je veux gagner des grands chelems, c'est mon ambition, ou je veux devenir numéro 1 mondial, je ne sais quoi. Qui ne va pas avoir pour objectif de gagner un grand chelem? Le problème aussi en France, et dans tous les pays, je pense, c'est que, mais peut-être un peu plus en France, je sais pas, nous on est français donc on connaît un peu plus la réaction des Français, c'est que le public, les fans de tennis, voilà, si tu leur dis que tu veux être numéro 1 mondial mais que 2 mois plus tard tu perds au premier tour sur Tursunov en 2-7, à Metz, on va dire, voilà, tu te fais tomber dessus. Oui, ce qui est quand même, je pense, assez normal. Il y a d'autres joueurs français qui te viennent en tête comme ça. Paul-Henri Mathieu, peut-être tu avais une anecdote à ce sujet sur Paul-Henri. Il y avait un truc intéressant. En 2014, moi j'étais toujours un pigiste à l'équipe et en avril 2014, quart de finale de Bucarest, Paul-Henri Mathieu, Gaël Monfils. Paul-Henri Mathieu finit par perdre son match après avoir eu 6 balles de match contre Gaël Monfils. Okay. Et donc moi, ce jour-là, je suis à la rédaction et je dois écrire un petit résumé du match. Voilà. Je dois écrire le petit papier sur le match. Et donc j'écris mon papier et je me permets une petite fantaisie au début du papier où voilà, j'utilise un petit peu d'ironie, mais vraiment c'était sans vouloir blesser Paul-Henri Mathieu. Tu te souviens de ce que tu disais ? Je rappelle qu'en fait, ouais, ma phrase exacte, c'est après tout on pourrait presque en rire, mais le scénario de ce match a tellement un air de déjà vu que ça en est presque triste pour Paul-Henri Mathieu, parce que je rappelle un peu les différents matchs qu'il a perdus après avoir eu des balles de match. J'angle un peu mon papier là-dessus sur voilà, c'est pas la première défaite de Paul-Henri Mathieu. Voilà, c'est un thème récurrent, donc c'est compréhensible que voilà, ça lui plaise pas forcément. Sauf que voilà, moi j'écris ce petit papier là, voilà, je le publie. Et puis 2 heures plus tard, mon téléphone vibre à côté de moi, je regarde, Paul-Henri Mathieu vous suit désormais sur Twitter. Là, je me dis mince, ça sent pas très très bon, c'est bizarre. Il a perdu le match, voilà. Et là, je regarde et là sur un message, voilà, il me dit voilà, qu'est-ce que c'est que cet article? Des gens m'ont prévenu que tu avais écrit un article inacceptable, tu as 5 minutes pour l'enlever, sinon et tu dois en plus l'enlever et publier ensuite un message d'excuse. Voilà, c'est inacceptable. Voilà, tu connais rien au tennis, tu es juste un pigiste aigri. Enfin voilà, moi je le connaissais pas personnellement, il ne me connaissait pas personnellement. Est-ce que tu l'avais déjà rencontré au moins une fois Non. Jamais. Non.
D'accord. On n'avait pas eu de contact, donc il savait pas qui j'étais. Un peu pour illustrer aussi, voilà, le joueur ne connaît pas le journaliste et se demande qui est cette personne. Et voilà, donc moi mon tort, voilà, le tort, c'est que du coup, bon, j'ai voulu supprimer un peu cette phrase un petit peu polémique du début. J'ai fait 2-3 modifications en lui disant voilà, j'ai modifié 2-3 phrases, etc. Ouais. J'espère que ça va aller, mais voilà, c'était aucunement mon intention de te blesser, etc. Et voilà. L'affaire aurait pu en rester là, mais quelques jours après, j'apprends que voilà, il a appelé mes supérieurs pour leur dire que c'était inacceptable et pour leur demander pourquoi je travaillais à l'équipe en fait. Clairement pour demander à ce que je saute parce que j'étais un petit pigiste. Et puis ensuite, il a publié aussi un droit de réponse sur son Facebook. Certains s'en souviendront peut-être, très très long, où entre guillemets l'essentiel de, c'est d'ailleurs toujours disponible, je pense, sur sa page Facebook, où l'essentiel de son message c'était de dire mais qui es-tu, Fabien Mulot? Bon, il me nommait pas, mais tout le monde savait. Qui êtes-vous pour me juger comme ça? Savez-vous d'où je suis revenu de toutes mes galères avec son opération au genou, tout ça. Et là, déferlante de messages de soutien, c'est inadmissible. Et de toute façon, les journalistes, c'est tous des pourris, ils te veulent que du mal. Respect à toi, Polo. On peut pas toucher à ton parcours, etc. Ça a pris une ampleur assez importante. Toi, tu l'as vécu comment ça, toi, à l'époque? J'imagine que ça t'a un peu chahuté parce que tu venais d'arriver à l'équipe. Le gros avantage que j'ai eu, c'est que j'ai été totalement soutenu par la rédaction, par les membres de la rubrique tennis de l'équipe que je connaissais un petit peu, donc il n'y a pas eu de souci là-dessus. Forcément, ça travaille un petit peu, on se demande mince, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui fait que ça a provoqué cette réaction chez lui. J'ai été soutenu, il n'y a pas eu de souci, mais quelques années plus tard, ce qui est fou, c'est que je l'ai pas recroisé sur mes différents reportages, j'ai pas eu l'occasion de le recroiser, mais quelques années plus tard, au Centre national d'entraînement, le nouveau Centre national d'entraînement dans le 16e à Paris, j'avais une interview avec Vinogradsky. On prend l'ascenseur avec Eric Vinogradsky, et là, qui est dans l'ascenseur? Paul-Henri Mathieu. Sauf qu'il ne sait pas, donc Eric Vinogradsky m'introduit et fait Paul-Henri, je te présente, c'est Fabien Mulot de l'équipe. Et là, il me voit. Et il me fait ok, c'est toi, d'accord. Et il était toujours resté sur cet épisode-là. Tout ça pour en résumé dire que voilà, les joueurs sont sensibles et la distance, la distance entre le journaliste maintenant qui est à la rédaction devant son ordinateur et le joueur qui est lui sur le terrain, sur le tournoi, complexifie aussi la relation avec la relation et le traitement médiatique, la relation du joueur avec le journaliste et du journaliste avec le joueur. Tu mets le doigt sur un sujet très très intéressant, c'est la position en fait de l'équipe. Parce que peut-être qu'on peut s'arrêter sur le journal de l'équipe. Il y a d'autres journaux évidemment qui couvrent l'actualité sportive, mais l'équipe est quand même la référence en France depuis des décennies maintenant. Alors je vais juste faire une petite parenthèse personnelle avant qu'on lance ce sujet. Je suis un lecteur quasi quotidien de l'équipe. Un lecteur, je pense, dans la majorité silencieuse des déçus, on va dire, qui aimerait que le tennis ait plus de poids dans le journal, mais après on peut aussi comprendre les impératifs économiques d'une compagnie comme ça privée qui a besoin d'avoir un journal rentable. Est-ce que le tennis, c'est un sport qui fait vendre des journaux? Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, le tennis, c'est un sport qui est beaucoup consulté sur le site internet. Moi, à l'époque où j'étais à l'équipe, c'était quasiment le deuxième sport. C'était le deuxième sport en trafic, loin derrière le foot, mais c'était le deuxième sport en trafic devant le basket et devant le rugby. Donc ouais, l'équipe a une position dominante, et j'imagine que quand tu bosses à l'équipe et que tu te présentes à un joueur, t'as un certain poids, t'as un certain prestige qui fait que, ok, le joueur va te donner peut-être un peu plus de considération que si tu bosses, je sais pas, j'ai pas envie de citer d'exemple. Au Tennis Actu, si tu bosses à Tennis Actu par exemple. Ouais, c'est une petite chispa personnelle. Donc tu construis une relation avec un joueur, tu bosses pour l'équipe. D'un autre côté, tu as aussi cet exemple avec PHM où tu te rends compte que si tu manies un peu l'ironie, si tu critiques peut-être un petit peu trop, tu peux avoir des retours extrêmement durs. Et tu as aussi, j'imagine, la pression de tes rédac-chefs qui te disent peut-être comment est-ce que tu vas angler un certain papier. Il y a l'exemple d'Hugo Gaston qui pour moi est tellement symptomatique l'année dernière. Des exagérations en fait de la presse et notamment l'équipe qui en a beaucoup fait autour de ce joueur, alors qu'on savait pertinemment, si tu suis le tennis depuis plusieurs années, tu sais que c'est un joueur qui va avoir du mal à s'installer dans le top 30, on va dire. Selon ta boule de cristal. Oui, selon ma boule de cristal, ouais. Mais aussi, si tu regardes les profils des 20 dernières années, on est plutôt sur un stéréotype de 1m85, 80 kg, gros service. C'est très dur pour des petits de s'imposer dans ce sport. Et du coup, ouais, Hugo Gaston, il a eu une couverture disproportionnée parce que les gens avaient envie de ça, en fait. Mais après, est-ce qu'il y a suffisamment
un contrepoids, un contre-pouvoir sur cette vision en fait très éditorialisée en fait de la couverture, je trouve. Pour répondre, oui, quand tu travailles l'équipe, ça te donne une crédibilité par rapport aux joueurs. En plus, faut pas oublier que voilà, en général, il y a quand même une confrérie il y a la confrérie des journalistes tennis de l'équipe. À l'intérieur de la rédaction de l'équipe, il y a la rédaction de tennis. Donc, les journalistes tennis entre eux se connaissent, etc. Ouais. Donc, quand tu es un jeune journaliste, en général, ils t'aident. Donc, ils t'introduisent à tel ou tel joueur. Donc, voilà, tu as l'introduction de tel journaliste qui connaît un peu plus le joueur que toi, qui le côtoie depuis longtemps. Donc, ça aide. Et donc c'est plus facile sur cet aspect-là. Par contre, voilà, ce que tu écris, ça a une visibilité beaucoup plus importante que si tu l'écrivais sur un autre média. Et surtout, les joueurs, les agents, l'entourage des joueurs vont le lire, vont le voir. Donc, tu as aussi beaucoup plus de responsabilité par rapport à ce que tu écris. Pour revenir à Hugo Gaston, tu l'as toi-même dit. Effectivement, il y a une médiatisation super importante. Voilà, regarde l'audience sur France Télévisions de son dernier set contre Team ou de son match entier contre Team, c'est de la folie par rapport à l'audience tennis. Ouais. Aujourd'hui. Donc voilà, derrière, effectivement, la rédaction en chef du journal de l'équipe, j'imagine qu'elle voit ça. Elle voit, c'est un peu le fait du jour dans le sport français. Bon, voilà, c'est normal. On va faire péter 4 pages, 6 pages sur Hugo Gaston. Ça tombe sur Hugo Gaston, voilà, qui est pas 30e mondial à ce moment-là. Donc, effectivement, ça amplifie vachement peut-être son phénomène à la hauteur de la surprise, quelque part, qu'il a provoqué en battant Wawrinka et derrière en challengeant jusqu'au bout Dominic Thiem. Le constat de base, c'est ouais, on en a trop fait sur Hugo Gaston. Regardons aussi les contenus qui ont été produits par l'équipe à ce moment-là. Et je crois, pour me souvenir de certains articles ou quoi, que voilà, on n'a pas dit que Hugo Gaston allait devenir numéro 1 mondial dans 6 mois. Et c'est parfois aussi des gens qui ont parlé dans l'équipe, donc des consultants, des gens, des entraîneurs français ou des choses comme ça, qui eux-mêmes ont dit que voilà, Hugo Gaston avait peut-être un potentiel top 20, un potentiel top 30. C'est pas le journal d'équipe lui-même. Le journal d'équipe lui-même a donné la parole à certains et certaines personnes ont voulu dire que Hugo Gaston allait sûrement peut-être intégrer le top 20 ou je ne sais quoi. Et je crois qu'au-delà du média l'équipe, parce qu'il y a l'équipe, mais il y a aussi les télés. Voilà, il a fait le tour des télévisions, Hugo Gaston. Les médias plus traditionnels, moins spécialisés dans le sport, c'est plutôt eux qui vont justement exagérer et qui vont avoir moins de recul, moins de connaissances aussi purement tennistiques. Donc moins de recul et qui vont vendre comme voilà le petit génie du tennis français, le nouveau génie du futur français et voilà, et qui vont avoir un travail moins rigoureux là-dessus en essayant de se poser la question bon ok voilà Hugo Gaston a gagné, on est sur le journal du surlendemain, bon qu'est-ce que peut vraiment faire Hugo Gaston? Voilà, je me souviens que dans l'équipe, on a tout de suite parlé de son gabarit, on a tout de suite parlé de son style de jeu, on a tout de suite parlé de ses difficultés peut-être sur d'autres surfaces que la terre battue. Enfin, bref, plein de choses. C'est vraiment un exemple pertinent, Hugo Gaston, parce qu'il a touché une couche de la population qui s'intéresse au tennis qu'une fois par an. Moi, ce que je regrette ensuite, c'est que cet emballement médiatique, qui est à la fois réclamé par le public d'une manière opportuniste, utilisé par les journaux pour vendre du papier, ça crée une attente, ça crée une vision qui est déformée de la réalité. Et ensuite, je pense que c'est pour ça que tu as un grand public, entre guillemets, du tennis, pas forcément des ultra spécialistes, mais des gens qui aiment le tennis, qui le regardent quand ça passe à la télé, en gros. Mais ce public, il va pas forcément trop lire l'équipe. Il va l'avoir vu Hugo Gaston interviewé par telle ou telle personne sur tel ou tel média généraliste. Il peut regarder le site internet et l'application. Ouais. Je pense qu'il, tu vois, il va pas forcément acheter le journal, qui est comme une démarche, surtout en 2021, compliquée. Il va aller consulter le site, s'il arrive à passer entre les articles abonnés, mais bon, ça c'est un autre délire. Pour moi, il y a une dissonance en fait. Mais quel serait le traitement juste pour toi et précis, par exemple, du journal L'équipe sur Hugo Gaston? Tu peux pas te permettre d'attendre le lendemain parce que je pense que les gens vont acheter le journal après l'événement, ils vont pas forcément acheter celui du lendemain, tu vois, sauf les lecteurs réguliers de L'équipe. Mais je pense qu'il faut que tu fasses un article un peu dans la fibre patriotique, forcément c'est nécessaire de dire super performance de Gaston, magnifique, mais il faut impérativement, je pense que tu aies un édito qui dise non, regardez les 20 dernières années, il n'y a pas de gabarit comme ça à part Diego Schwartzmann, et tu mets juste peut-être un petit édito pour apporter un contrepoint en fait. Je pense que c'est important de l'avoir. Ouais, mais t'es dans l'émotion encore. Bon là, je parle peut-être un peu trop comme un journaliste, mais les gens sont dans l'émotion. Est-ce que tu penses vraiment que le lendemain de ce match-là, les gens, en gros, tu vas lire un article super match de Hugo Gaston, super, beaucoup d'amortis, vraiment un style de jeu rafraîchissant, une belle attitude, il s'est battu. Mais alors là, aucune chance, hein. Vous faites pas d'illusions, les gars. Il a aucune chance, ce joueur. Il a aucune chance. Assez parlé d'Hugo Gaston. Ouais, juste, Hugo Gaston, c'est exactement Mathias Bourg quand il fait ses 5-7 contre Andy Murray. Ouais, bah ouais, mais de toute façon. Je sais pas si tu te souviens. Après, on sait,
ouais, c'était exactement le même emballement, si on va dire. Et derrière, c'est difficile à digérer. Et derrière, c'est compliqué. C'est quand même différent, mais c'est Non, mais le même schéma. Fabien, Mais quasiment tous les ans, il y a une création comme ça. Il y a une créature qui c'est pas sort, une création. qui sort C'est la création. C'est Hugo Gaston qui l'a faite. C'est Hugo Gaston qui a fait des amortis, qui a été quand même super inspiré contre Team. Là, c'était pas que des amortis aussi. Enfin, du fond, en Oui, oui, reverse, oui, en oui, revers oui. sauté, qui s'est battu. Enfin, voilà, il était présent sur le terrain. Tout Oui, part oui. de ça. Si Hugo Gaston perd 1-1 et 1, on va jamais dire il a perdu 1-1 et 1, mais celui-là, il a un potentiel exceptionnel. Non, tu vois. Mais je me souviens par exemple de Jocelyn Wana qui bat Safin. C'est quoi? C'est en, je sais plus, début des années 2000. Yes. Le mec c'était, le mec était top 5 dans 2 mois, quoi. Enfin, je pense qu'il y a un, Il y a un enthousiasme autour. oui, Mais ouais, attention, Jocelyn Wana, je suis pas sûr qu'il ait fait autant de télé, autant de presse, autant de médias que mais c'était une époque différente. Cette année. C'était une époque différente, c'est ça ce que je te dis. C'est que le système médiatique a changé, donc il y a encore plus cette amplification de tout. Et puis il y a encore plus derrière, le joueur est un produit marketing quelque part. Il faut construire ce produit, il faut construire son image. Donc forcément, dans son entourage, tu as envie de le protéger, mais il faut aussi pas passer à côté d'opportunités. Une carrière de joueur, le joueur va pas être joueur professionnel pendant 60 ans, il va pas toucher du prize money pendant 60 ans, il va pas toucher de l'argent de ses sponsors pendant 60 ans. Bon, sauf s'il s'appelle Michael Jordan ou s'il s'appelle Roger Federer, on en a assez à vie. Mais donc du coup, il faut profiter de cette période de temps limitée. L'époque a changé aussi, forcément. Fin des années 2000, c'est l'émergence des réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Twitter. De plus en plus, maintenant, les joueurs et les joueuses prennent à leur charge leur communication avec des lives Instagram, avec Twitch aussi qui se développe. Alors, il y a Lando Norris en Formule 1, il y a Gaël Monfils, forcément, en tennis, qui a une chaîne qui a pas mal d'impact, mine de rien, il a beaucoup d'abonnés, plus que cette chaîne service volé, mais il est assez puissant sur Twitch. Après, il est bien aidé par Webedia qui le pousse. Il a les bons contacts, le bon réseau, mais forcément, c'est une tête d'affiche. Alors, on l'accueille avec plaisir sur Warzone, sur Twitch. Oui, on est dans cette nouvelle ère et je trouve qu'on est peut-être arrivé dans une forme d'horizontalité de l'impact de la critique. Avant, tu avais forcément l'équipe qui avait un poids énorme sur l'opinion. Et aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un stade où le moindre commentaire sous un article de l'équipe peut déstabiliser un joueur. Benoît Paire lit les articles de l'équipe, par exemple. Lit les commentaires des articles de l'équipe. Alors, je sais pas s'il le fait encore maintenant. Il les lisait, voilà, c'est ça, il les lisait à une certaine époque. Bon, après, tu parles d'un joueur, tout le monde n'est pas Benoît Paire et tout le monde ne va pas lire les articles et les commentaires sous l'équipe. Et c'est pas propre au tennis, c'est propre à d'autres joueurs. Je sais que Victor Dubuisson, le golfeur français, lisait et lit peut-être encore bon, il y en a un peu moins maintenant sur lui, mais les articles les commentaires sous les articles de l'équipe. Et si, c'est sûr, les joueurs sont ultra sensibles et ça renforce leur ultra sensibilité, leur ultra susceptibilité. Victor Dubuisson, il avait pas un faux compte pour répondre aux commentaires? Les bruits courts que oui, il avait un pseudo et sous pseudo, il répondait à ses haters directement sur l'équipe.fr. Peut-être que c'est le cas aussi de certains joueurs de tennis français, de certaines joueuses, je ne sais pas. Oui, les haters qui regardent cette vidéo, bien sachez que peut-être les joueurs vous répondent dans votre flot d'insultes sous les commentaires, sous les articles de l'équipe.fr. Oui, il y a cette horizontalité du discours maintenant qui fait que les joueurs qui sont déjà par essence, je pense, comme tu l'as dit en début de vidéo, un ego un peu plus développé que la moyenne, je pense, pour arriver à ce niveau-là, pour se convaincre soi-même que tu es meilleur que le mec en face, tu es obligé quand même un minimum d'avoir un ego bien ancré. Et du coup, je trouve, par exemple, tu vois Corentin Moutet, j'ai l'impression qu'il a un petit peu une construction moi contre le reste du monde. C'est différent aussi, voilà, c'est lié à son attitude sur le terrain, mais ça c'est depuis tout petit, et son côté colérique, très colérique sur le terrain. Donc c'est les gens, les spectateurs, mais c'est même aussi ses entraîneurs, ses proches, j'imagine sûrement, et ses entraîneurs successifs à la Fédération française qui certainement, voilà, ont focalisé leur discours sur cette amélioration vraiment essentielle de son comportement pour pouvoir progresser et pour pouvoir accéder au haut niveau. Il est au haut niveau, mais maintenant encore à un plus haut niveau. Oui. Donc c'est une constante à mon avis. C'est tellement rabâché chez lui que voilà, ça en devient crispant pour lui.
dès qu'il lit la moindre ligne, le moindre article, la moindre chose qui rappelle son comportement. Pareil pour Kyrgios, pareil pour Per, j'imagine. Voilà, la moindre chose, c'est bon, ça les exaspère. Kyrgios, j'ai l'impression qu'il est quand même vachement plus, si je peux me permettre, balèque que Per. Per, on sent que ça le titille quand même. Quand il poste son prize money, il a fait 2 fois cette dernière année. Il l'a fait juste après la TP Cup en 2020. Et il a refait là, et il poste son prize money avec un doigt d'honneur. Bon. Hors réseaux sociaux, la pression médiatique française sur Benoît Per comparée à la pression médiatique australienne. Et quand je dis Australie, c'est les médias, et voilà, c'est un peu les médias poubelles. C'est pas la même du tout. Donc je pense que ça a aidé Kyrgios au bout d'un moment à avoir un détachement quand même assez important par rapport à ça, par rapport à ce qui pouvait s'écrire de la part de la presse là-dessus, quoi. C'est quand même 2 mondes différents. Pour recentrer sur la langue de bois, tu as une expérience de journaliste, tu as écrit des articles, tu as interagi d'une manière houleuse avec PHM, mais tu as eu des interactions avec des joueurs. Il y a quelque chose d'important quand on est journaliste, quand on traite de l'actualité tennistique, c'est le maintien des bonnes relations avec les acteurs du jeu pour avoir des entretiens, pour avoir des sons de cloche, pour pouvoir les contacter sur WhatsApp, etc. etc. En tout cas, ouais. Attention. Ouais. Oui, je te laisse finir parce que là, je sens ce que tu veux dire. Oui, tu as anticipé car tu as du flair. Le maintien de ces bonnes relations passe obligatoirement par une aseptisation de sa pensée. C'est comme dans n'importe quelle relation, en fait. Si tu veux garder un pote, tu vas pas passer ton temps à lui dire ouais, t'es relou, quand tu viens à la maison, tu prends toujours la dernière bière. Enfin, tu vas pas non plus tout le temps te focaliser sur les points négatifs. Donc je comprends la logique d'un journaliste de, allez, peut-être pas flatter, mais faire attention à ce qu'il dit, faire très attention à ce qu'il dit même. Je me permets d'insister sur le trait. Mais du coup, ça crée une langue de bois qui... Est-ce qu'elle est vraiment consciente, en fait? Après, ça dépend de chaque journaliste. Chaque journaliste est différent. Chaque journaliste va avoir des frontières différentes, dans le sens où des limites différentes, dans le sens dans quel copinage il va rentrer, à quel point il va être proche de tel joueur, quelle est sa façon de faire. Tout dépend aussi de sa personnalité au départ. Si c'est quelqu'un qui socialement, voilà, il va devenir pote de tout le monde, donc il va facilement devenir ami ou proche d'un joueur, etc., qui va lui donner certaines informations. Là, forcément, une fois que tu es proche du joueur, c'est peut-être plus difficile de dire certaines choses. Tu vas peut-être attendre un petit peu plus longtemps avant de dire certaines choses, etc., en voulant le protéger. C'est un arbitrage. Est-ce que tu comprends la frustration des gens qui ont l'impression que les consultants, c'est des anciens joueurs qui connaissent les joueurs en place, qui ont peut-être joué contre eux, qui les ont côtoyés? Mais les consultants à la télévision, je suis désolé, ne font pas du tout le même métier qu'un journaliste d'équipe. Les consultants font partie du microcosme du tennis français. Donc, ils sont quand même plus là, justement, pour encourager, etc. Ils ont le côté critique, le sens critique. Parfois, ils l'ont et ils se font tout de suite bâcher par les joueurs. Tout de suite, ça crée tout de suite des tensions. Ouais. Donc, c'est compliqué pour eux parce qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises. Le journaliste, quand même, de l'équipe est un peu plus indépendant vis-à-vis de ça. Et c'est un métier quand même différent. Il peut se permettre plus de choses et c'est à lui, voilà, c'est à lui de juger. Les journalistes de l'équipe, ils se sont forcément brouillés avec Gilles Simon, ils se sont forcément brouillés à un moment avec Joe Wilfried Tsonga, avec Gaël Monfils, avec Richard Gasquet. Ensuite, ils se sont réconciliés parce que le joueur, bon voilà, le joueur aussi a besoin de la presse. Il a besoin de la presse. C'est la presse aussi qui parle de lui, qui véhicule quelque part son image. Il peut pas non plus se fermer totalement, tu vois. Donc ça marche aussi dans les deux sens. Moi, j'ai vraiment la sensation d'être pris pour un con parfois. Mais donne-moi un exemple précis, par exemple, où t'es pris pour un con et tu te dis là, le journaliste me dit pas la vérité ou invente quelque chose. On va rester dans l'anonymat, mais tu sens que dans certains entretiens, dans certaines interactions, il y a une forme de protection qui est exagérée. Et du coup, on a un discours qui est de surface, qui va pas au bout des choses et qui, du coup, n'informe pas le spectateur ou le lecteur. Parce qu'on reste dans cette espèce de langage corporate où tout le monde, on doit se protéger. Lui, il a vachement de potentiel. Tu sais que, je crois que quand mon fils perd en 2019 à Roland-Garros contre Thiem, il y a Nicolas Escudé sur Eurosport qui dit il a encore une marge de progression. À cette époque-là, il a 31 ans, Gaël. 31, 32 ans. Comment est-ce que tu peux focaliser ton discours sur la marge de progression d'un joueur qui, ça fait 10 ans qu'on lui dit d'avancer dans le terrain, il peut pas parce que son ADN c'est un grinder comme joueur. Enfin, je trouve qu'il y a des incohérences en fait, où il y a trop de protection parfois. Nicolas Escudé, c'est la famille du tennis français. Donc c'est pas un journaliste. DTN maintenant. DTN maintenant. Donc c'est pas un journaliste. Donc
forcément, il va chercher le côté positif. C'est quand même compliqué pour lui de dire, enfin, je parle d'un ami ou de quelqu'un de la même famille quelque part, la famille du tennis français. Alors parfois, on peut reprocher à certains journalistes de dire qu'ils s'incluent un peu trop, ils font un peu aussi partie de la famille du tennis français, peut-être. Je pense que globalement, si tu regardes la couverture, les critiques, etc., par exemple sur Lucas Pouille, voilà, on n'a pas écrit que Lucas Pouille tout était super et que c'était normal que 3 ou 4 ans après son explosion à l'US Open 2015, il en est aujourd'hui. Non, je pense qu'on a écrit quand même pas mal de vérités là-dessus. Beaucoup plus que celles qui ont été exprimées ou que des avis qui ont pu être exprimés sur Lucas Pouille par des gens de cette famille du tennis français. Du coup, tu vois, si je caricature, si tu fais partie de la famille, il faut faire attention à ses membres. Donc du coup, il faut avoir un discours lisser la fameuse langue de bois. On revient au titre de la vidéo. Et si t'es un poil à gratter qui vient d'un milieu extérieur, ou si tu fais partie de la famille, mais que tu es un emmerdeur, on va vite fait, je pense, te faire comprendre que, ok, t'auras plus les accès. Une interview one-to-one avec PHM, c'est dead. Si tu atteins un certain niveau, tu es coincé en fait. Ça, c'est une problématique qui est propre au journalisme. Au journalisme politique, c'est la même chose. Journalisme politique, voilà, il faut être copain avec certains politiques pour avoir certaines informations, certains off. C'est beaucoup de off. Une source proche de l'Élysée nous a dit, une source proche de Matignon nous a dit, voilà, t'es obligé. Après, tu peux aussi avoir ton ton. Et en travaillant dans un média suffisamment grand, suffisamment important comme l'est l'équipe, en ayant ta plume, en ayant ton style et en ayant ta personnalité, tu peux aussi l'imposer un petit peu. C'est pas comme si on t'interdisait d'écrire ci ou ça, ou que le joueur pouvait t'interdire d'écrire ci ou ça. Non, tu es quand même libre de ce que tu fais. Chacun est libre, mais chacun pose la limite un peu de cette frontière entre je vais taire certaines choses pour faire plaisir ou justement je le dis, je m'en fiche, j'en assume les conséquences. Ça dépend de chacun des journalistes. Je pense aussi qu'il y a, et ça on l'a peut-être un tout petit peu trop occulté dans notre traitement, il y a un problème générationnel. C'est que là tu parles de certains journalistes avec des plumes. Alors certes il y a, c'est Pierre-Alexandre Ross dans l'équipe. Non, Alexandre Ross. Alexandre Ross, tout simplement, pas Pierre-Alexandre, qui a une super plume. Je pense que c'est un des meilleurs journalistes de l'équipe. Tu avais Bono, alors je me souviens plus de son prénom, journaliste rugby qui est maintenant à la retraite. Pierre-Michel. Voilà, tu connais les prénoms, toi. Et Philippe Boin aussi, si je ne m'abuse. Ça, c'était à l'époque, ouais. Ouais, donc voilà. En fait, tu as ces darons. Alors, Ross, il est plus jeune, hein, il doit avoir peut-être 35 ans, 40 ans, je sais pas. Mais tu avais des darons qui se permettaient un certain langage, fleuri, imagé, poétique parfois. Est-ce que tu as ça dans cette nouvelle génération de plumes ? Je trouve pas, moi, dans l'équipe, hein, personnellement. Il y a d'autres plumes qui sont un peu différentes. Fred Bernès, par exemple, qui a bossé à la rubrique tennis, maintenant qui bosse plus sur le rugby, qui a aussi une super plume. Et t'as d'autres journalistes qui ont des plumes. Je vais pas tous les citer parce que si j'en cite certains et pas d'autres, voilà, ça me met en porte-à-faux. Après, tu vois, Alexandre Ross, tu vois, c'est un peu différent. Par exemple, parce qu'il a un statut de rédacteur en chef. Il est pas forcément sur le terrain tout le temps. Donc, il peut aussi plus se permettre de choses. Pierre-Michel Bono, voilà, il avait sa carrière derrière lui. Donc, il peut plus se permettre de choses. Il s'en fiche, tu vois. Il va pas être au contact quotidien. Il a pas besoin de faire sa carrière, de nouer certaines relations pour avoir certaines informations. Enfin voilà, il faut aussi, voilà, le journaliste doit faire carrière. Il faut qu'il sorte des informations, il faut qu'il sorte des bons papiers, il faut qu'il soit là au bon moment, il faut qu'il puisse parler à l'interlocuteur au bon moment. Tu vois, c'est compliqué. Tu vois, moi j'étais au Jeu de Rio en 2016 quand il se passe l'expulsion de Benoît Paire. Ben voilà, le truc génial d'un point de vue journalistique, ça aurait été d'avoir l'interview à chaud de Benoît Paire. Je l'ai pas eu. Et pourtant, tu vois, je le connaissais un petit peu et tout, mais j'avais son numéro de téléphone. Bon, il a pas décroché. Je pense qu'il aurait décroché à personne. Mais tu vois, c'est un peu ça. Faut avoir la relation de confiance pour qu'au moment, le jour J, tu puisses avoir la bonne personne pour avoir le bon papier, la bonne interview et faire le coup journalistique. C'est aussi ça, une carrière de journaliste. Tu vois, tu me parles de gens qui font plus des papiers éditorialisés que des papiers de journalistique, de traitement d'actualité ou voilà. Ah oui, après, chacun a ses attentes diverses par rapport à ce qu'un journaliste devrait ou ne devrait pas écrire. Du coup, pour toi, qu'est-ce qui crée le plus cette langue de bois, si on devait résumer nos différents propos ? C'est quoi le plus gros responsable actuellement ? C'est le système médiatique, mais dans son ensemble, qui va créer une exagération, une amplification plutôt plus qu'une exagération du moindre fait, qu'il soit positif, Hugo Gaston, ou négatif, attitude de Benoît Paire, par exemple. Ouais. Donc, il va y avoir une amplification énorme, mais c'est pas le fait d'un média, le fait d'un journaliste, c'est le fait d'un système dans son ensemble
et c'est à la fois les journalistes et aussi les gens, les spectateurs, les amoureux du tennis qui vont aussi s'enflammer en voyant telle ou telle chose, en voyant Benoît Paire cracher à Buenos Aires ou en voyant Hugo Gaston quasiment battre Dominic Thiem à Roland-Garros. Et puis c'est aussi l'hypersusceptibilité des joueurs, des acteurs finalement, qui veulent que tout soit parfait. Et des joueurs et surtout aussi des entourages. Les entourages ont tendance à vouloir créer une image parfaite du joueur. Donc ils vont appeler les journalistes. Ça aussi, on l'a pas évoqué, mais toutes les pressions que t'as. T'écris la moindre chose, on va t'appeler, l'agent d'un joueur va t'appeler, l'entraîneur d'un joueur va t'appeler, tel ou tel joueur. Ah non, mais ça, non, pourquoi t'as écrit ça? Pourquoi t'as écrit ce mot précis? Non, ça va pas, tu dois l'enlever. Enfin, t'as pas mal de pression aussi, tu vois. Ouais. Donc c'est un ensemble. Je pense que la responsabilité, elle est partagée entre tous les acteurs. Mais cibler un acteur, ça me paraît unfair. Oui, bon, évidemment, moi, c'était ma position, hein, de taper un peu plus sur l'équipe que Fabien, forcément, vous l'avez compris. Moi, je dirais que c'est l'émergence des réseaux sociaux qui a complètement changé le paradigme, et là, je pense qu'on est, depuis le début de la vidéo, on parle du tennis, parce que c'est le sujet de prédilection de la chaîne, mais ça s'applique à tellement d'autres domaines, en fait, ce qu'on est en train de dire. Même en dehors des domaines sportifs, hein, ça s'applique vraiment, je pense, au monde d'une manière générale, c'est ce dictat de la langue de bois. Même s'il y a des cassures, il y a forcément des personnes qui tentent des choses différentes. Et là, peut-être qu'on passe du côté populiste en disant ce que les gens aimeraient entendre plutôt que justement la vérité, peut-être qui se situe entre les deux, quoi, entre cette langue de bois et ce populisme à outrance. Est-ce que on peut échapper à la langue de bois? Est-ce que c'est possible? C'est le dernier volet de cette vidéo. Alors la réponse, depuis le début de notre conversation, c'est plutôt non. C'est très difficile de s'en extraire. En tout cas, du point de vue des joueurs, il y a une façon simple, et tu l'as évoqué, c'est les réseaux sociaux. C'est un peu le nouvel échappatoire des joueurs et des gourous en images, en construction d'images des joueurs, pour échapper justement à la construction d'images à travers les médias traditionnels. Les joueurs, maintenant, ils ont à leur disposition des comptes Twitter, des comptes Instagram et même des chaînes Twitch, pour pouvoir diffuser auprès des fans l'image que eux ils souhaitent. C'est eux qui sont passés maîtres, qui contrôlent l'image qu'ils souhaitent donner, l'image qu'ils souhaitent diffuser auprès de leurs fans. Après, du point de vue des journalistes, c'est plus compliqué d'échapper à cette langue de bois, mais je pense, enfin, c'est plus compliqué dans le sens où il y a un rapport avec le joueur qui est forcément biaisé. Le joueur sait, tu parles pas à un journaliste, tu sais qu'il est journaliste. Tu sais que c'est lui qui va écrire et c'est de lui dont va dépendre, dont les mots, en fait, les mots que le journaliste va employer, c'est à travers ces mots-là que les gens vont percevoir le joueur, vont percevoir sa personnalité. En gros, il y a un intermédiaire. Ouais. Toujours. Même s'il y a les réseaux sociaux qui servent d'échappatoire, quand même, la majeure partie du temps, l'image du joueur, elle est renvoyée par le traitement médiatique qu'il est fait de son actualité. Tout ça se base sur de la confiance entre les joueurs, ça se base sur une responsabilité et un exercice responsable du journalisme. Et c'est pour ça aussi que tout au long de cette vidéo, j'ai quand même défendu le travail de l'équipe, de mes anciens collègues, parce que quand on le voit de l'intérieur, on voit aussi, comme je te disais, les règles que s'impose chaque journaliste et l'éthique un peu de chaque journaliste, elle est pas la même dans tous les médias, dans tous les supports aussi, que ce soit presse écrite, télé, radio, c'est des façons d'exercer le journalisme différentes. Ça dépend de tout un chacun. Et échapper à la langue de bois, ça dépend aussi de la responsabilité de chaque journaliste. Malheureusement, aujourd'hui, en 2021, il y a aussi beaucoup de sites internet qui écrivent tout et n'importe quoi, qui ne se rendent pas compte et qui ne sont pas vraiment journalisme en tant que tel, qui sont juste rédacteurs et qui vont écrire leur avis, etc. Et il y a une forme d'image un peu brouillée. On va englober les journalistes sur le traitement médiatique un peu. On va confondre un peu l'équipe avec ce petit site Eurosport, tel autre site, tel média. On va dire, voilà, les journalistes, on les englobe tous dans le même sac, alors qu'il y a des réalités très, très différentes. Et si je peux me permettre une petite pique vis-à-vis des peut-être certaines personnes qui regardent cette vidéo, si vous êtes arrivé jusque-là, tu as aussi la dictature du titre accrocheur, de la bonne quote, du bon mot, tu vois, le truc qui va te faire cliquer. Alors, il y a certains sites qui pratiquent le putaclic d'une manière extrême. YouTube est une plateforme qui valorise le putaclic. Tu es aussi peut-être un peu prisonnier de ça. Donc, tout le monde a la même quote, mais c'est la façon dont tu vas l'enrober qui va faire en sorte que tu vas créer le clic ou pas. Je pense qu'il y a une guerre du clic qui est très très importante ces dernières années précisément,
aussi parfois juste une quote qui est relayée sur Twitter et ensuite les gens vont même pas cliquer sur l'article, ils vont rester sur la quote et ils vont l'interpréter à leur sauce, ils vont la retweeter avec un commentaire ultra acerbe. Enfin, tu as tout ce jeu-là qui fait que forcément le joueur il va faire attention à ce qu'il dit parce qu'il a pas envie d'être retweeté 5000 fois pour un truc, c'est pas exactement ce qu'il voulait dire ou il a dit comme ça avec ce ton-là sur le coup de l'ironie, mais en fait les gens vont le prendre d'une manière sérieuse. Enfin, tu vois, il y a tellement de sous-couches que c'est extrêmement compliqué. Moi, je pense que les joueurs, dès leur adolescence, ils devraient avoir un préparateur en réseaux sociaux, en fait. Genre un psychologue qui leur explique les enjeux, les tenants et les aboutissants. Faites très attention. Je me souviens, par exemple, d'une vidéo sur YouTube. Il y avait Harold Mayo, il a 12 ans. Tu lis les commentaires, mais c'est infect. Il se fait défoncer. Il se fait déboîter. Juste parce que dans la vidéo, il dit « Ouais, mon modèle, c'est Rafael Nadal, j'ai envie d'être numéro 1 mondial. » Bah ouais, mais t'as 12 ans, c'est normal que tu dises ça. Dans les commentaires, on voit énorme melon, il est pété ce gamin. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les joueurs, ils doivent être plus accompagnés pour être plus préparés à ça, un peu à cette déferlante médiatique qui est totalement différente d'il y a 20, 30 ans en arrière, ça c'est sûr. Mais ça va dépendre aussi de la constitution, de la personnalité des joueurs. Quand ce moment va t'arriver d'emballement médiatique, parce que si un joueur progresse, franchit des paliers, il y a un moment où ça arrive, où cette bascule se fait, où il devient vraiment médiatisé. Et là, ça dépend de chaque joueur. Donc, même s'il y a toute une préparation avant, c'est bien, c'est mieux, c'est indispensable, je pense, mais ça n'empêchera pas l'heure de vérité du joueur au moment où il y aura cette médiatisation plus importante. Et là, ça dépendra un peu du joueur, de s'il est sain d'esprit, sain de corps et d'esprit, on va dire. Et comment il va appréhender tout ça, quel est son entourage, est-ce que son entourage va l'aider à bien appréhender tout ça. On parle de préparation, mais ça peut aussi engendrer un effet négatif, c'est-à-dire que si t'as l'attaché presse qui est à côté de toi avec le journaliste et qui dit au journaliste « Ah non, cette question-là, c'est mort, passe à la suivante », t'as le joueur qui, lui, a intégré tous ces principes, et peut-être même inconsciemment, tu vois, juste en regardant quand il était plus petit, les autres joueurs parlaient à la presse, comme Mbappé faisait apparemment. Mbappé, quand il était plus petit, il parlait dans le vide à des faux journalistes pour s'entraîner, tu vois, c'était un délire. Tu as cette langue de bois inconsciente, tu as l'attaché presse à côté, t'as le journaliste en face qui essaye d'avoir le bon mot, pour le bon angle, pour le titre, pour aussi... Peut-être tout simplement, c'est sa passion, il a aimé le tennis depuis qu'il est tout petit, il a juste envie d'en parler d'une manière correcte, quoi. Mais il y a tellement d'enjeux, de différents niveaux de lecture, d'interprétation, les réseaux sociaux, enfin il y a tellement d'acteurs en fait dans ce grand bordel que cette langue de bois, c'est très très difficile d'y échapper. On revient à Kyrgios, pour moi, qui a peut-être la meilleure façon de communiquer, même si elle est très clivante, même s'il y a des gens qui le détestent, vraiment qui le détestent. Hein. Là, le mot n'est pas usurpé, mais lui, tu vois, il a compris comment ça fonctionnait. Il utilise Twitter pour ce que c'est-à-dire, c'est les jeux du cirque en fait, Twitter. Le tweet le plus débile, c'est le tweet qui va le plus relayer. C'est pas un espace de conversation en fait, Twitter, c'est un espace de... Voilà, tu dis un truc, tu dis une punchline, tu poses le téléphone, tu reviens après, t'as 1000 notifs, quoi. Est-ce qu'on a répondu au sujet, Fabien ? Est-ce qu'on a solutionné la langue de bois ? Je suis pas sûr qu'on l'ait solutionné, mais on a donné des pistes de réflexion, c'est le principal. Après, si les gens sont débiles, ils sont débiles. Moi, c'est ma doctrine.